En juin 2017, Benoît Simian, le maire de Ludon-Médoc près de Bordeaux, est élu député de la Gironde sous étiquette macroniste. À l'instar du président, il va prétendre que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est une priorité. Je voudrais surtout m'attarder sur la lutte contre la violence faite aux femmes dans les transports. Il faut renforcer les dispositifs d'alerte avec des cellules d'aide, par exemple, en cas notamment de violences vécues ou observées. Je crois qu'il y a sur ce sujet une invisibilité. En 2020, Benoît Simian recrute Laetitia Redonné. Passée par l'Assemblée nationale, le Sénat et le siège de LREM, c'est une collaboratrice d'élus expérimentée. Mais très vite, elle va se retrouver harcelée sexuellement par son employeur macroniste. Ça a commencé très très vite puisque de sa part, il y a eu la mise en place de certaines stratégies je dirais maintenant même de prédation en réalité, desquelles je n'étais pas vraiment consciente en fait sur le moment, parce que dans le moment on est juste déjà un peu en état de sidération. Rapidement après son embauche, Laetitia Redonné commence à recevoir des messages intimes de son employeur. Comme dans cet échange, alors qu'ils sont en train de parler travail. Modif transmise. Benoît Simian dévie brutalement la conversation. Le calme de ton absence est assourdissant. Je t'ai répondu. Donne-moi des éléments, s'il te plaît. Il est aussi puissant que l'amour que je te porte. Contacté, Benoît Simian a accepté de nous accorder une interview, puis a changé d'avis. Il n'a pas non plus souhaité s'exprimer par écrit dans ce reportage. En cette année 2020, alors que Laetitia ne répond pas à ses avances, Benoît Simian va aller beaucoup plus loin. Lors de déplacements en circonscription, il va prendre prétexte de difficultés financières pour lui imposer de partager la même chambre que lui. Il faisait énormément de chantage à la finance, puisqu'il me disait qu'il avait des frais d'avocat énormes à payer dans le cadre de son divorce avec sa femme. Il n'avait plus d'endroit où dormir puisque sa maison était avait été donnée à sa femme. Donc tout ça lui coûtait beaucoup d'argent. Un soir d'octobre 2020, alors qu'il doit faire étape à Lacanau, en Gironde, son employeur lui impose de partager la même chambre d'hôtel. Piégée, elle s'assure au moins auprès de l'établissement que la chambre comprend bien 2 lits séparés. Sauf qu'en fait, quand j'étais dans la salle de bain, il a essayé de rentrer dans la salle de bain parce qu'il n'y avait pas de... C'est des portes coulissantes, donc il n'y avait pas de verrou. Et là, je me souviens juste que... je pense que j'ai hurlé parce que je me souviens qu'il a dit « Mais crie pas comme ça, tout le monde va t'entendre. » Mais moi-même, je ne me souviens même... J'ai eu tellement peur, en fait, que je ne réentends pas ma voix. Mais je sais que j'ai hurlé parce qu'il me demande de me taire, en fait. Et ensuite, il essaye de m'approcher. Bref. Quelques semaines plus tard, lors d'un nouveau déplacement professionnel près de Bordeaux, Benoît Simian annonce à sa collaboratrice que cette fois, ils vont dormir chez son père. J'écris noir sur blanc, je veux ma chambre, je veux avoir ma chambre. Il m'en assure. Et c'est là où il m'a menti, il m'a embobiné, puisqu'il m'a dit « Mais t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut sur place, etc. » Bon, j'étais quand même pas super assurée, mais en même temps, c'était mon patron. C'était compliqué, quoi. Une fois sur place, elle découvre qu'elle va à nouveau devoir partager la même chambre que son employeur. Ok, j'attends que son père parte. Je fais « C'est quoi le plan, en fait ? Enfin, moi, je dors pas là. Donc, soit tu dors, parce qu'il y avait une espèce de sas avant la chambre, soit tu dors là sur le canapé, ou moi, j'y dors, mais clairement, c'est pas possible. » Il dit « Mais Laetitia, on est chez mon père, on va pas faire une esclandre, etc. etc. » Donc, moi, j'étais dans un état... j'étais plus bactère. En plus, j'étais bloquée parce que j'ai pas de moyen de locomotion. Je suis seule, je suis bloquée. Donc, de là, je me dis « Ok, donc on se calme. » Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma couette et j'ai dormi sur le plancher, en fait. Enfin, je me suis... voilà. Mais est-ce que c'est normal ? Non. À la suite de ces événements, Laetitia Redonné refuse d'accompagner son député en circonscription. Et pour ne pas avoir à se retrouver seule avec lui,
elle passe le plus de temps possible en télétravail. Du coup, je lui sers plus à grand-chose puisqu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Du coup, il me harcèle moralement. Placée en arrêt maladie à partir d'août 2021, Laetitia Redonné saisit la cellule de lutte contre le harcèlement de l'Assemblée nationale qui avait été mise en place grâce au collectif Cher Collab. Elle est mise en relation avec une avocate qui va lui faire prendre conscience de ce qu'elle a subi. Et là, l'avocate me dit « Mais pourquoi vous avez refusé de faire ce qui était écrit dans votre contrat de travail, à savoir des déplacements de circonscription ?» Et là, j'éclate en sanglots et je lui dis « Parce qu'en fait, il a essayé de coucher avec moi et il ne me garantit jamais que j'ai en fait une chambre pour moi quand je suis en déplacement professionnel. » Et là, elle me dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on change de registre en fait ? On n'est plus du tout sur le harcèlement moral. Vous avez subi du harcèlement sexuel. » Et c'est là en fait que tout s'effondre et que je me dis mais oui, en fait, c'est ça que j'ai vécu et j'avais même pas compris, j'avais pas mis les mots. Parce que je vous dis, vous êtes dans un état tel de peur, de sidération, de devoir gérer cette espèce de dingue, que en fait, vous pensez juste à votre survie et à l'état de danger dans lequel vous êtes et dans lequel vous essayez de ne pas totalement sombrer. Sur les conseils de l'avocate, Laetitia Redonné fait un signalement au déontologue de l'Assemblée nationale, Christophe Palaise. Parmi les missions de ce haut fonctionnaire, le conseil des collaborateurs et des personnels de service sur des questions d'ordre déontologique et un rôle en matière de harcèlement moral ou sexuel. Donc le déontologue me reçoit, il m'assure de toute sa compassion. Donc je les remercie. Et je voulais surtout savoir quelles seraient les suites. Et en fait, le déontologue, du coup, m'a dit « Je recevrai également M. Simon pour avoir sa version des faits et je reviendrai vers vous. » Mais les semaines passent et le déontologue ne revient pas vers elle. Alors en novembre 2021, elle finit par le rappeler. Et donc là, il me dit oh, « Pardon, je vous avoue, j'ai complètement négligé votre dossier. » Donc j'ai reçu M. Simon. Évidemment, il a un discours absolument en contradiction avec ce que vous dénoncez. Donc voilà, ça n'ira pas plus loin puisque moi, je ne sais pas qui dit vrai, qui dit faux. Voilà. Je dis oui, c'est tout le principe en fait. Quand il y a une victime et quelqu'un qui est accusé, probablement quand celui qui est accusé ne veut pas reconnaître sa responsabilité, évidemment qu'il va avoir un discours tout autre. Je sais pas, c'est tellement basique que je comprends même pas que ce soit une réponse qu'on puisse faire. Le 17 décembre 2021, Laetitia Redonné écrit à Richard Ferrand. Vous vous souvenez ? Le président macroniste de l'Assemblée qui avait éconduit Mathilde Viau sur le problème des collabs harcelés sexuellement. Après lui avoir détaillé le harcèlement de Benoît Simian, elle l'alerte. Il me semblait important de vous signaler cette situation malsaine et source de souffrance pour de nombreuses personnes. Cette personne, députée, représentant du peuple, détenant un pouvoir conséquent comme celui de voter la loi, apparaît nuisible à la vie collective et parlementaire. En tant que président, peut-être qu'il vous serait possible d'officier pour que l'Assemblée nationale démontre qu'elle n'est pas un lieu d'impunité. Quelques jours plus tard, Richard Ferrand lui répond. Je tiens tout d'abord à vous adresser mon profond soutien et tous mes vœux de rétablissement, puisque cette situation impacte directement votre santé. Comme vous le savez cependant, je ne peux décider individuellement et unilatéralement de nouvelles mesures, et je sais que votre expérience et votre connaissance de l'Assemblée nationale vous amènent à comprendre ma position. Une fin de non-recevoir donc, de la part du président de l'Assemblée. Pourtant, à l'époque, Richard Ferrand ne pouvait ignorer certains agissements très problématiques de Benoît Simian. Avril 2020, Benoît Simian et son épouse Soraya sont en instance de divorce. Mais quand la justice accorde la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et à l'enfant du couple, Benoît Simian commence à les harceler. Il sera surpris, à plusieurs reprises, en train de voler les poubelles, taguer la boîte aux lettres, casser les caméras de vidéoprotection. Soraya Simian en témoignera auprès de RTL. Il nous écoutait, il nous observait. Il était tout le temps là, du matin au soir. On dort les lumières allumées. J'avais des caméras, il les a toutes cassées. Benoît Simian tentera même d'installer sa permanence parlementaire dans le jardin de son épouse.
À l'été 2020, suite à une plainte de Soraya Simian pour harcèlement moral et psychologique, son mari député se voit interdire de la contacter ou d'approcher son domicile. Les autorités fourniront même à l'épouse un téléphone grave danger, une ligne directe avec les forces de l'ordre qu'elle peut utiliser en cas de menace. Benoît Simian continuant à harceler son épouse, le parquet de Bordeaux va tenter de le placer en garde à vue. Problème, il est député. Et selon la Constitution, aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée. c'est ce que l'on appelle l'immunité parlementaire. À l'époque, le bureau de l'Assemblée rassemble 21 députés autour de Richard Ferrand. Parmi eux, Clémentine Autain. En fait, la façon dont ça se passe est incroyable. Je siège au bureau de l'Assemblée nationale. Et en fait, le jour où ça vient à l'ordre du jour de l'Assemblée, c'est un petit point à la fin dans lequel il n'est pas question de lever l'immunité d'un parlementaire, d'un député. Il y a une espèce de point, on dirait un point divers, avec une petite note de bas de page où on dit « Vous avez droit, une demi-heure avant l'ouverture, d'aller consulter un dossier ». Personne n'a regardé, personne ne sait de quoi ça parle. Donc, volonté quand même de masquer l'enjeu, même pour les membres du bureau. De la part de qui? Qui est-ce qui décide? Ah ben c'est Ferrand, c'est le président. C'est le président, il n'y a aucun doute. C'est lui qui fait l'ordre du jour à ce moment-là. Ce jour-là, bien que Benoît Simian harcèle moralement son épouse, et bien qu'il ait harcelé sexuellement Laetitia Redonnet, les membres du bureau refusent de lever son immunité parlementaire, à l'unanimité, moins 2 abstentions. C'est la défense d'un frère, en fait. C'est juste ça, c'est une solidarité basique de genre, enfin de sexe entre mecs et d'une caste. C'est-à-dire c'est des bourgeois, mecs, blancs qui se défendent entre eux, c'est tout. Parce que aussi probablement, ils ont toujours un peu la sensation que si jamais ils viennent pas le défendre, bah, si eux ils se retrouvent à leur tour dans la merde, peut-être qu'ils sont pas terribles non plus, ils vont pas être défendus à leur tour. Donc c'est des mécaniques qui en fait ont vocation à se protéger soi-même, c'est terrible. Quand Clémentine Autain découvre dans Mediapart que Benoît Simian a harcelé son épouse, elle écrit au président de l'Assemblée pour faire part de son incompréhension. Elle n'aura jamais de retour. Quand Le Monde révèle à son tour que Benoît Simian, accusé de harcèlement, esquive la justice, Richard Ferrand va prétendre qu'il n'était pas au courant des faits révélés dans cet article au moment du vote de la levée de l'immunité parlementaire de Simian. Au courant de rien, Ferrand? Pas si sûr. 4 semaines avant de refuser la levée de l'immunité parlementaire de Benoît Simian, le président de l'Assemblée ne pouvait ignorer le comportement problématique de son collègue macroniste. Et pour cause, l'adjoint de Simian à la mairie de Ludon-Médoc l'en avait informé par écrit. Alors j'ai écrit une lettre au président Ferrand parce qu'on a vécu un été particulièrement compliqué, qui frisait, je ne vais pas employer le mot à un mauvais escient, mais le harcèlement, c'est-à-dire qu'on avait une cascade de courriers en tout genre, de demandes en tout genre de M. Simian, et qui dépassait à la fois le cadre légal et puis le cadre moral. Benoît Simian essaie par exemple de faire déloger son épouse et leur enfant en demandant qu'un arrêté de péril soit pris sur leur maison. Alors, un arrêté de péril, en fait, lorsque vous le prenez, ça veut dire que les personnes qui y vivent, enfin le bâtiment doit être évacué et ne doit plus accueillir de personnes. En gros, ça voulait dire on ferme la maison et puis elle va voir ailleurs. Nous, renseignements pris, il n'y avait pas d'arrêté de péril à prendre puisqu'il n'y avait pas de péril constaté. En écrivant ce courrier, vous vous attendiez à quoi? Enfin, qu'est-ce que vous espériez? Alors en soi, j'espérais rien. Peut-être une réponse quand même, que je n'ai jamais eue. Simplement, moi je dis toujours que je me fais une haute idée de ma fonction. Pas de ma personne, mais de ma fonction. Et lorsqu'on est élu national, suffrage universel, moi il me paraissait quand même normal que ces agissements-là soient portés à connaissance du président de l'Assemblée nationale. Après, à lui d'en faire ce qu'il veut.
Courrier de Philippe Ducamp. Demande de levée d'immunité parlementaire par la justice. Article de presse documenté. Courrier de Clémentine Autain. Aucune de ces alertes n'aura fait comprendre au président de l'Assemblée qu'il convenait de lever l'immunité parlementaire de son collègue. Fin 2021, écœurée par l'immobilisme de l'Assemblée nationale, Laetitia Redonné se résout à raconter dans Mediapart ce qu'elle a subi de la part de Benoît Simian et Richard Ferrand. Et 2 semaines plus tard, coup de théâtre, Richard Ferrand demande enfin au déontologue de signaler les dérives de Benoît Simian à la justice. Pour comprendre ce retournement de veste, nous contactons Richard Ferrand, devenu entre-temps président du Conseil constitutionnel. Allô? Bonjour Monsieur Ferrand. Oui. Bonjour, je m'appelle Léa Martinez, je suis journaliste pour le média Off Investigation. Est-ce que vous auriez quelques minutes? J'ai des petites questions à vous poser. Ah non, mais de quoi s'agit-il? De quel sujet? Il s'agit de l'ancien député Benoît Simian. Non, mais moi je ne m'exprime pas sur la vie parlementaire, madame. Je suis au Conseil constitutionnel. J'ai un devoir de réserve que je m'applique. D'accord, mais là c'est par rapport à des faits qui ont eu lieu quand vous étiez président de l'Assemblée nationale. Très bien, mais... Voilà. Donc c'est non. Je n'ai pas à m'exprimer sur des situations dont j'ai pu à connaître depuis des années, enfin. D'accord, très bien. En 2022, après ce qu'il avait fait subir à son épouse, Benoît Simian est condamné par la justice bordelaise à 8 mois de prison avec sursis pour harcèlement sur conjoint. 4 ans après son dépôt de plainte, Laetitia Redonné, elle, est toujours en attente d'un procès. Écœurée, elle a quitté le milieu politique. Et Benoît Simian, lui? Il n'y a pas si longtemps, on pouvait encore l'apercevoir dans les couloirs de l'Assemblée. Pas en tant qu'élu, car il était éliminé dès le premier tour des législatives de 2022. Mais en mai 2024, Libération révèle que malgré sa condamnation pour harcèlement sur conjoint et sa mise en examen pour harcèlement sexuel, Benoît Simian a été recruté comme collaborateur parlementaire par la députée macroniste Pascale Boyer, elle-même accusée par plusieurs de ses collaborateurs de management toxique. Alors, quand j'ai appris l'embauche, j'avoue que je suis tombée des nues. Même en sachant tout ce que je sais de tout ce milieu-là, j'étais encore surprise qu'ils puissent toujours repousser la barre de l'indécent, en fait, et de l'immoralité. L'Assemblée nationale autorise un contrat de travail à une personne qu'elle a elle-même dénoncée auprès de la justice. Donc, je veux dire, il n'y a pas plus incohérent que ça, en fait. L'embauche, là, c'est sidérant. En fait, c'est sidérant. Qu'il retrouve un emploi dans l'espace politique, ouais, c'est étonnant. Ça veut dire que cette femme-là ne voit pas le sujet, qui est un sujet aussi politique, de comment on protège notre espace. Et on envoie des signaux aussi aux femmes victimes. Sidérée, Laetitia Redonné fait alors part de son incompréhension à la nouvelle présidente de l'Assemblée, la macroniste Yaël Braun-Pivet. Je trouve donc incompréhensible et choquant que M. Simian exerce les fonctions de collaborateur parlementaire au sein de cette belle maison, car il incarne tout l'inverse des valeurs qu'elle prône. Est-ce alors à dire ou penser que les employés ne peuvent être protégés, respectés au sens entendu par le Code du travail? Quid de ses actuels collègues? Est-ce à dire que l'Assemblée nationale se contredit elle-même en signalant un individu, puis en lui permettant d'évoluer en son sein? Quel message est envoyé quant au respect de l'esprit de la loi, à la considération des victimes, anciennes ou potentielles, au risque de réitération des faits? Quelques semaines plus tard, la présidente de l'Assemblée répond à Laetitia Redonné. Je tiens d'abord à vous assurer de tout mon soutien et ma solidarité. Comme vous le savez, les députés disposent de la plus grande liberté dans le recrutement de leurs collaborateurs. Pour autant, il est indispensable que leur choix qui engage, au-delà d'eux-mêmes, l'institution parlementaire, soit irréprochable. Je vais saisir Madame Boyer de votre signalement et appeler à son attention sur sa responsabilité en tant qu'employeur et sur les risques que cela fait peser sur l'Assemblée. Elle comprend. Et j'ai toute sa compassion. Donc, je suis très contente d'avoir toute sa compassion. Et elle peut rien faire, par contre. Et puis, elle me dit que je le sais, qu'elle ne peut rien faire, puisque je connais les règles.
Et moi, évidemment, je pense que c'est pas vrai. C'est juste une question de manque de volonté politique, ou au contraire même une volonté de bien dire aux victimes vous êtes moins que rien, et on s'en fiche, parce que si vraiment ils voulaient agir, il y a des choses à faire. Donc, à part envoyer le message plus vous êtes délinquant, plus on vous ouvre les bras, enfin, je vois pas trop ce qu'il y a d'autre comme message qui est envoyé. Contactée, Yaël Braun-Pivet n'a pas répondu à nos sollicitations. Ici la présidence de l'Assemblée nationale. Nous vous prions de bien vouloir patienter. Alors nous sommes passés par son cabinet. Pourquoi Madame Braun-Pivet n'avait pas ordonné d'interdiction d'entrée à l'Assemblée de Monsieur Benoît Simian en 2024, quand il a été embauché en tant que collaborateur parlementaire, alors qu'il était condamné pour harcèlement sur conjoint et qu'il faisait l'objet d'une mise en examen pour harcèlement sexuel envers sa collaboratrice parlementaire. Vous pouvez envoyer un mail à presse.présidence, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ce sera le plus efficace. Ok, très bien. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive, trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don.